Bonjour à tous. Donc, merci pour votre présence. On est ravis d'être présents pour vous parler de l'instantanéité du onboarding et de la lutte contre la fraude. Peut-être juste une présentation rapide avant qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, je suis Radia Rezali, je suis partenaire au sein du cabinet Elancy, spécialisé sur les services financiers en stratégie et modèle organisationnel. André Romain. Bonjour à tous, je suis André Romain Duquer, je suis responsable antifraude chez Nickel et je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui pour parler des sujets d'onboarding et d'instantanéité. Bonjour à tous, donc Loïc Leblé, je suis Product Manager sur l'onboarding client chez Fortuneo, qui est la filiale banque en ligne du Crédit Mutuel Arkea, qui fête ses 25 ans cette année d'ailleurs, et qui fête son premier million de clients cette année. Bravo. Bonjour à toutes et à tous, David Desmaux, je suis directeur général adjoint de Namirial France et également responsable de la BU Onboarding et Identité pour le groupe Namirial. Et bonjour à tous, moi je suis Marc Debocor, je suis le CEO, un des fondateurs de la société Finovox. Et Finovox, en quelques mots, c'est un outil qui permet de détecter les faux documents. Voilà, si vous trafiquez une fiche de paye, vous faites un faux passeport, on le détectera. L'idée de cette table ronde, c'est d'évoquer, comme on l'a précisé, donc, la fraude lors d'onboarding, notamment dans les banques traditionnelles, les néobanques et autres. L'idée et l'objectif de cette table ronde, c'est de répondre à plusieurs questions. La première, pourquoi il y a aujourd'hui une recherche d'instantanéité dans l'expérience client, notamment lors du onboarding. Ça a été évoqué lors de plusieurs tables rondes aujourd'hui. On voudrait vous parler aussi de quel est le nouveau visage ou quels sont les nouveaux visages de la fraude lors de ce onboarding et quelles sont les solutions techniques qui sont apportées par les banques, les fintechs et néobanques pour répondre à ces enjeux. Pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, Marc et André Romain, peut-être nous parler des enjeux justement de l'instantanéité de ces entrées en relation et de ces onboarding. Pourquoi aujourd'hui les clients recherchent une instantanéité? Pourquoi aujourd'hui on est à la recherche de standards au même titre que chez des retailers, des parcours ultra digitaux et donc avec une réactivité lors de ce onboarding et une fluidité et comment on y répond? Ah oui, d'accord, c'est pas le nôtre. C'est pour ça qu'on se regarde depuis tout à l'heure, ok. Merci. Très bien. En fait, il y a quelque chose qui m'interpelle dans l'instantanéité, c'est tout simplement la réalité d'aujourd'hui à laquelle on est tous confrontés. Qui n'a pas été frustré de ne plus capter la 4G ou la 5G, de basculer sur une antenne 3G et donc de ralentir dans sa navigation? En fait, tout le monde. Enfin, je pense que tout le monde ici s'agace un peu plus parce qu'on devient de plus en plus habitué à l'instantanéité et à la rapidité dans tout. Et au final, on se rend compte que le défi avec le client, c'est le même. Alors, c'est très à propos pour Nickel. Pourquoi? Puisque le slogan de Nickel, c'était un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. On a été imité, bien sûr, par la suite, avec le même slogan, mais sans jamais y réussir pour l'instant. Blague à part, l'onboarding et la réponse instantanée, c'est le fait de pouvoir rendre des parcours fluides en satisfaisant aux besoins du business, aux besoins du client, d'avoir un parcours rapide, clair, simple, avec du résultat, de ne pas abandonner le parcours. Donc ça, c'est vraiment le travail du business. Et côté fraude, c'est plutôt de répondre avec des outils sur ce parcours pour accompagner l'onboarding des prospects, qu'ils soient clients, des bons clients bien évidemment, et donc de répondre en temps réel, puisqu'évidemment, pour avoir testé moi-même des parcours ailleurs et d'avoir demandé parfois à certains collaborateurs d'ouvrir des comptes, se rendre compte qu'au final, quand on est à
50% du parcours, que ça tourne un peu dans le vide, ou qu'on attend du résultat, ou qu'il faut envoyer un document. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ouvrir un compte en banque et d'attendre 10 jours pour recevoir un code par la poste, c'est de plus en plus abandonné, parce qu'en fait, aujourd'hui, on veut tout de suite du résultat, on veut tout de suite son compte bancaire, on veut tout de suite l'utiliser. Sauf que nous, à la fraude, on veut tout de suite avoir la confiance sur ce nouveau client et savoir à qui on a affaire. Voilà, je pense que c'est ça l'enjeu. Merci. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que dans les parcours qui sont des parcours classiques au sein des banques, on a parfois des ruptures où il y a une validation, par exemple, du conseiller et autres, qui court-circuite un peu l'expérience digitale de bout en bout. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est important. Marc, si tu veux compléter. En effet, il faut financer le plus rapidement possible. Ça devient même un avantage compétitif pour des sociétés d'affacturage. Moi, je finance votre facture en 8 heures, en 4 heures, en 2 heures. Pareil pour l'assurance, j'indemnise ou j'ouvre une police d'assurance en quelques heures. Et à la fin, est-ce que ça va à l'encontre de la fraude et de la compliance ? Clairement, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller vérifier, de prendre le temps de comprendre l'entrée en relation ou la demande de financement. Et donc, la réponse à ça, c'est forcément l'automatisation de l'antifraude. Et on ne peut pas se dire qu'on fait des parcours instantanés et on finance le plus rapidement possible si derrière l'antifraude n'est pas automatisé. Et je pense que les responsables dans ces entreprises, ils ont une grosse question à se poser sur toute cette thématique, c'est quel est le curseur que je mets entre la performance et la compliance, en fait. Et nous, on n'aura pas la réponse à ça, on peut fournir des outils, mais à la fin, c'est en fonction de votre métier de savoir où est-ce que vous positionnez le curseur. Merci Marc. Et alors si on continue sur justement ce curseur entre performance que tu évoquais et je dirais contraintes réglementaires, comment on répond aux exigences aujourd'hui réglementaires tout en proposant des parcours toujours plus rapides et toujours plus fluides pour les clients ? Loïc ou David ? Oui. En fait, effectivement, parce que l'onboarding client, on est à la convergence de plusieurs thématiques. Donc l'expérience client, évidemment, la conformité réglementaire, la gestion du risque et la conversion et donc le business. Pour concilier tout ça dans un parcours qui soit à la fois performant sur tous ces axes-là, aujourd'hui, il y a un vrai challenge. Et le réglementaire, ces dernières années, ajoute des contraintes. Alors, on va en parler après, ajoute des contraintes qui peuvent aussi se révéler être des opportunités, mais on le voit bien dans les derniers textes, que ce soit les dernières directives anti-blanchiment ou que ce soit les textes relatifs à la signature électronique, par exemple, classique dans des parcours d'onboarding. On a par exemple un durcissement de la vérification d'identité. C'est-à-dire que voilà, on a une vérification d'identité qui maintenant doit être de plus en plus solide, je veux dire comme ça, avec des obligations d'être sur quelque chose qu'on dit équivalent au face-à-face. Et donc, évidemment, à distance, ça pose un certain nombre de challenges, notamment du fait que aussi les fraudeurs s'outillent et s'équipent de mieux en mieux et donc arrivent à contourner, on va dire aussi de mieux en mieux les solutions qui sont mises en place. Donc, le réglementaire aujourd'hui, c'est à la fois, on va dire, une contrainte sur le parcours parce que ça ajoute des étapes, que ce soit des étapes liées à la pure vérification d'identité ou des étapes liées au KYC, aux collectes de données et d'informations, mais également ça donne un cadre qui permet notamment au secteur bancaire de progresser et de mettre en place des bonnes pratiques qui sont après utilisées par tous sur le secteur. Et Loïc, chez Fortuneo, comment vous y répondez ? Alors justement, moi j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Oui. À l'époque de la 4e directive, on nous demandait aux banques de collecter un justificatif d'identité, un justificatif d'adresse, de demander au prospect de faire un versement depuis un compte à son nom vers son nouveau compte. Donc les non bancarisés étaient exclus du processus. Ça impliquait aussi de devoir demander un RIB à ce prospect-là. Et tous ces éléments-là impliquent de devoir contrôler le justificatif d'identité, le justificatif d'adresse. Un justificatif d'adresse, c'est assez compliqué d'automatiser le contrôle. Donc à cette période-là, on se rend compte que l'automatisation
l'instantanéité, on n'y arrivait pas à cause du réglementaire. Là, le cadre donné par la 5e directive nous donne des solutions, des éléments comme la signature qualifiée, mais aussi PV, donc vérification d'identité à distance, donc des solutions qui sont normées, cadrées. Et ces solutions-là nous donnent un moyen de faire un retour en quelques minutes à l'utilisateur. Il y a un contrôle humain, mais aujourd'hui, certains partenaires nous donnent des SLA très bons. Et ensuite, il suffit de jouer un peu avec l'expérience utilisateur. Donc, par exemple, on place cette brique de vérification d'identité en début de parcours. On laisse l'utilisateur configurer son produit, renseigner quelques informations complémentaires. Et en fin de parcours, on est en capacité de donner une réponse. Le client accède à son compte, accède aussi potentiellement à un moyen de paiement. Et donc, on est sur de l'instantanéité vision utilisateur. Donc ça, c'est pour nous, le réglementaire, c'est un levier sur ces aspects-là. Et aussi, on constate une tendance, c'est le fait d'aller collecter de l'information, de la donnée auprès de sources fiables, de partenaires de confiance. On voit de plus en plus de partenaires qui viennent sur ces sujets-là. Par exemple, le consortium des opérateurs, qui nous permettent d'aller vérifier un justificatif d'adresse directement auprès du fournisseur mobile. Donc c'est une solution avec une réponse instantanée. Et aussi, nous, notre cas chez Fortuneo, on a des cartes premium, donc à condition de revenus. Et donc on doit aller vérifier notamment les justificatifs de revenus. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de solutions qui se font labelliser PSID, donc prestataire d'intermédiaire de données, en gros. Donc ça donne un cadre légal à ces prestataires-là pour que nous, en tant que banque, on puisse faire appel à ces solutions. Et ces solutions-là, la plupart du temps, donnent une réponse instantanée qui viennent nous aider à fiabiliser le processus d'entrée en relation. Très clair, merci Loïc. On va poursuivre sur cette notion toujours d'instantanéité et de rapidité recherchée par les clients. Comment on fait la distinction entre un client pressé ou qui recherche cette ultra rapidité d'un fraudeur ? On a un certain nombre de signaux faibles sur les parcours. Par exemple, on sait qu'avec l'expérience qu'on a cumulée sur les autres entrées en relation, sur le précédent cas de fraude, on peut regarder les données qui sont renseignées par le prospect. Est-ce que l'adresse email correspond à un ancien cas de fraude? Est-ce que le numéro de téléphone correspond à un ancien cas de fraude? Donc on peut déjà faire ces contrôles-là qui sont assez simples sur le parcours en collectant de la donnée sur les autres entrées en relation. On a aussi tout l'aspect comportement. Donc on sait aujourd'hui que les fraudeurs ont tendance à industrialiser leur processus. Parfois, ils y arrivent mieux que nous-mêmes. Et donc, l'idée, c'est de vérifier le temps passé par étape, comment les champs sont remplis. Un copier-coller sur un champ nom, date de naissance, etc., c'est un peu douteux. Et donc, on prend ces informations-là et on vient derrière alimenter potentiellement un scoring. Et ce scoring peut nous donner une réponse instantanée. Est-ce que ce client-là, il est plutôt fiable, ou est-ce que je dois passer un peu plus de temps sur lui, je dois donner la main à de l'humain qui va faire des contrôles avec un peu plus d'expertise pour aller vérifier toutes ces gens dans cette zone grise-là. Et aussi, ça nous donne des vraies pistes sur les franchement fraudeurs. Donc ces gens-là qu'on va écarter du processus directement, on ne va pas passer de temps dessus. C'est toujours l'objectif, c'est toujours de garder du temps pour les cas de la zone grise et de faire en sorte que les gens qui ont montré patte blanche, qui sont plutôt sains, puissent rentrer de façon fluide. D'accord, des solutions qui sont auto-apprenantes et qui permettent d'évoluer. C'est très clair. Marc, chez Finovox, comment vous y répondez à cet enjeu justement? Sur la partie signaux faibles, donc nous, on va se concentrer sur les documents parce que c'est une information qui est fournie par le client. Sur ces documents, en termes de fraude, on va faire deux choses principales. La première, c'est est-ce que le document, en tant que contenant, il a été retouché, trafiqué, créé de toutes pièces par une IA, il est passé par Photoshop, par un éditeur de PDF. Voilà. Donc ça, quel que soit le contenu. Donc on va regarder vraiment la structure informatique du doc. Et la deuxième chose, c'est qu'on va analyser le contenu. Donc on extrait les informations et on fait un ensemble de vérifications dessus. Et en fait, tu parlais de signal faible. Pour le coup, je pense que le document, c'est un signal fort de fraude. Parce que si tu détectes que
l'entreprise, elle n'existe pas et qu'elle a généré une fiche de paye. Si tu détectes que le passeport ne correspond pas aux clés de sécurité, c'est un signal fort de fraude. Et c'est tout l'importance en fait, de demander des documents pour le coup dans des process d'onboarding ou de financement. Et en fait, ça va jouer à deux niveaux. Le premier, c'est que ça se fait en amont du paiement. Parce que vous pouvez avoir des analyses antifraude qui se font sur du comportemental, mais c'est une fois que la fraude a eu lieu que derrière vous vous rendez compte avec des probabilités que, attention, c'est très risqué, mais le paiement est parti et c'est très compliqué de le récupérer. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est que le document est une preuve parce qu'il vous est envoyé par le client. Et si vous voyez effectivement qu'il est frauduleux, il vous a fourni une preuve comme quoi il vous a fraudé. Et donc derrière, pour aller en justice, pour expliquer pourquoi est-ce que vous ne remboursez pas, vous ne financez pas, c'est quand même beaucoup plus facile. Merci Marc. Concrètement, André Romain, quelles sont les solutions aujourd'hui techniques, technologiques qui permettent de répondre à ces différents enjeux qu'on vient d'évoquer ? Alors chez Nickel, on a une approche qui a évolué dans le temps. Déjà en tant que FinTech et une data centralisée, ça nous permettait d'exploiter énormément de data interne client et de créer notre propre moteur de fraude, un moteur de fraude en batch, un moteur de fraude en temps réel. Et en fait, cette technologie nous a fait prendre le virage avec le temps. Alors, je vais citer une expression dont on s'était interdit de trop parler, c'est le machine learning, puisqu'en 2024, Nickel a intégré des algorithmes en machine learning à l'onboarding, ce qui nous permet d'avoir du calcul en temps réel complexe. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Loïc tout à l'heure, d'ailleurs, sur l'expérience. L'expérience fait aussi que c'est la machine qui apprend, bien sûr, sur les cas du passé, mais également les équipes humaines qui vont intervenir derrière. Donc vous pouvez avoir un moteur de fraude qui prend des décisions. De toute façon, un moteur de fraude n'a pas le droit seul de prendre une décision juridique de création ou d'interdiction, en tout cas d'interdiction d'entrer en relation. Donc si on doit améliorer l'expérience derrière, donc celle des humains, c'est les équipes de modération. Donc la technologie du moteur de fraude va prendre des décisions d'envoyer en modération, aussi la technologie externe avec nos partenaires de vérification d'identité. Et selon la décision, le score pris en compte à l'entrée en relation, effectivement, quand on fait la promesse d'un compte en 5 minutes, il faut qu'au plus vite, dans les meilleurs délais, on puisse avoir déjà des premières réponses et qu'ensuite derrière, si modération il y a des décisions à prendre en faveur ou en défaveur du client, mais en tout cas pour le satisfaire dans sa promesse d'ouvrir un compte courant. Et ensuite, pour l'établissement lui-même, de se protéger. Vous ne pouvez pas faire des atermoiements à l'onboarding sans prendre de décision de repasser sur des ouvertures qui mériteraient de repasser soit sur des signaux forts, comme l'a dit Marc, sur du documentaire, soit sur un ensemble de signaux faibles, comme l'a dit Loïc et également David, sur les comportements, sur les adresses mail, sur les téléphones. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi pour Nickel d'enrichir sa data interne avec de la data externe, de s'atteler à des partenaires qui peuvent nous amener à des informations telles que le travail avec les opérateurs téléphoniques, sur de la e-réputation, etc., etc. Et on voit d'ailleurs, je crois, un projet qui est très intéressant pour tous les établissements, c'est le partage de données fraudeurs prévu par la DSP3, mais à court terme, sous le parrainage de la Banque de France, de s'échanger les IBAN des fraudeurs. Je crois que l'écosystème a tout à y gagner de faire intégrer cette data en consommation et en alimentation. Et évidemment, ceux qui ne joueront pas le jeu, je pense, seront vite dans le viseur du régulateur. C'est un risque à prendre, ou pas. David, pour compléter, tu parlais de partenaires. Comment vous y répondez chez Namirial, pardon ? Nous, on développe des solutions de vérification d'identité à distance. Donc, une des étapes obligatoires aujourd'hui dans l'entrée en relation à distance dans le domaine bancaire, c'est la vérification d'identité. Donc, quand on y répond via une vérification d'identité qui se comporte avec une présentation d'un document d'identité et la biométrie, donc ce qu'on appelle le face match, donc la capture du visage de l'utilisateur,
pareil, on est dans une nécessité d'avoir un parcours le plus simple possible parce que, évidemment, tous les utilisateurs ne sont pas forcément très habitués à utiliser ce genre de parcours. Il y a évidemment toutes les tranches d'âge. Donc, on a voilà, un parcours qui est le plus simple possible. On essaie de réduire les étapes, mais en réduisant les étapes, on s'expose aussi à un parcours trop simple et donc moins solide d'un point de vue fraude. Donc il y a un équilibre là aussi à trouver. Et dans ce parcours-là, donc il y a des actions de l'utilisateur, donc soumettre son justificatif, donc le filmer en vidéo, le recto, le verso, et après filmer son visage. Mais il y a aussi des contrôles qui sont faits en arrière-plan pour s'assurer notamment, par exemple, que la vidéo n'est pas injectée dans le parcours via une caméra virtuelle, par exemple, que la vidéo n'est pas forgée via un ordinateur. Donc, bon, ça peut être tout type de modification de vidéo, donc ça peut aller jusqu'au deepfake notamment. Et on a aussi des contrôles qu'on appelle de détection du vivant. Bon, c'est pas trop pour s'assurer que la personne en face est vivante, c'est plutôt pour s'assurer que justement le parcours est fait en temps réel par l'utilisateur au moment où on lui demande de le faire. Donc il peut y avoir aussi, donc ça c'est généralement une détection du vivant qui est passive, donc qui ne demande pas à l'utilisateur de faire quoi que ce soit. Mais par exemple, si on va sur des parcours au niveau substantiel, par exemple type PVID, on va avoir des challenges qui sont là, des challenges actifs. On va demander à l'utilisateur de faire une manipulation de son document ou de bouger son visage ou par exemple d'utiliser sa voix pour renforcer les contrôles qu'on va pouvoir faire durant cette phase de vérification d'identité. Parfait. Alors, David, tout à l'heure, André Romain a évoqué la e-réputation. On sait qu'il y a un risque réputationnel vis-à-vis des banques et des néobanques. On sait aussi que les fraudeurs s'engouffrent dans les failles dès qu'ils en trouvent. Mais comment on s'assure que justement ces fraudes évitent de casser la confiance de nos clients ? Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'une fraude plus ou moins massive est communiquée publiquement, il y a une érosion de la confiance des utilisateurs. On a évidemment un dommage pour la marque qui est important. Et donc, il est important d'arrêter les fraudeurs au plus tôt. Et aujourd'hui, voilà, les fraudeurs, c'est généralement des organisations. C'est des gens qui sont organisés, qui sont financés, donc et qui ont que ça à faire, de venir attaquer nos parcours. Et ils sont généralement très loin, donc en fait, ils ne prennent pas énormément de risques maintenant sur des parcours complètement à distance. Et aussitôt qu'un nouveau parcours, par exemple, quand Nickel ou Fortuneo lancent une nouvelle offre, directement les fraudeurs ils vont aller voir parce que c'est au moment de la mise en marché qu'on a le plus de risques. C'est là où potentiellement on a laissé une porte ouverte et donc c'est là où les fraudeurs se disent tiens, ce nouveau parcours je vais le tester et essayer de trouver une faille et pendant quelques jours, quelques semaines réussir à l'exploiter. Donc ce qui est très très important, c'est d'avoir vraiment une grande réactivité, d'être en capacité de déployer des nouvelles contre-mesures rapidement, de gérer son risque, c'est-à-dire de peut-être au début, lorsqu'on lance un nouveau parcours, de verrouiller un peu plus le parcours, même si c'est contre-intuitif, notamment pour les équipes marketing, de dire on lance une super offre, mais on va un peu durcir parce qu'on ne veut pas non plus que les fraudeurs trouvent la faille trop vite. Donc c'est vraiment ça, c'est cet équilibre entre une gestion du risque et un parcours innovant généralement qu'il faut réussir à trouver pour minimiser le potentiel risque sur la marque et sur l'image. Placer le bon curseur au bon niveau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Marc, justement, c'est un enjeu pour les établissements financiers. Comment Finovox aide ses partenaires justement pour limiter au maximum ce risque sur leur réputation ? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on voit qu'il y a plus de fraude sur les parcours en captation de marché, donc en croissance, que sur les parcours plus stables. Donc les fraudeurs le savent et vont essayer de cibler ces nouveaux parcours. Voilà. Et moi, là-dessus, je voulais surtout parler de l'impact que ça a pour l'ensemble des clients, en fait. Parce que vu qu'on est dans une économie de marché, si les gens fraudent, derrière, ça va être à la fin payé par l'ensemble des gens honnêtes. Et quand vous prenez un taux de fraude de, 8%, vous vous dites que sur... je prends l'exemple d'une assurance, 12 mois de souscription d'assurance, il y a 1 mois qui est payé pour la fraude. Et il y a 1 mois qui est payé pour ces quelques pourcents de gens qui fraudent. Et en fait, à la fin, ça grippe
l'ensemble des parcours. Ça rend les sociétés financières plus méfiantes envers aussi les gens honnêtes, donc ça durcifie leur parcours à eux. Et à la fin, c'est ce combat-là. On a réalisé un sondage cette année, et on a fait la même chose l'année dernière d'ailleurs. On est allé voir des gens dans la rue en passant par un cabinet de sondage, 3500 personnes de 16 à 90 ans, et on leur a posé une question très simple. On leur a dit, est-ce que vous avez fraudé en utilisant un faux document cette année ? Il y a 10,8% des sondés, sur 3500 quand même, qui ont affirmé que oui. Et on a fait la même chose en Belgique, et on a eu un chiffre très très similaire. Donc en fait, ça c'est quand même une base alors de travail pour nous et pour des entreprises comme vous. Et c'est quand même un terreau énorme. Et ce qui nous... En fait, on a l'impression que ça se démocratise énormément. Déjà, le fait que les gens l'assument dans un sondage, c'est quand même dingue. Et aujourd'hui, on en parle sur les réseaux sociaux sans filtre, comme si on en parlait à la cafétéria quand on avait fraudé il y a 20 ans, mais sauf que ça se duplique de façon beaucoup plus forte. Et c'est tout l'enjeu, parce que voilà, ça se banalise en fait. C'est un peu l'exemple des factures de frais de resto, c'est ce genre de choses qu'on a vu un peu passer partout. Oui, c'est ça. Alors, nous, on ne travaille pas trop sur ce cas d'usage-là parce que c'est des petits montants de fraude et que voilà, il y a énormément de notes de frais qui sont envoyées. Mais sur la GenAI, effectivement, là, on voit qu'il y a des documents qui commencent à être créés. Ça représente une toute petite partie des fraudes aujourd'hui, mais on sait que 2026-2027, ça va être un axe majeur, les faux documents, ouais. Oui, Enfin, générés par IA. Oui. On va passer peut-être à un sujet un peu complémentaire de tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Comment la sécurisation de ces parcours d'onboarding et d'entrée en relation, comment on peut en faire un levier de performance, de pérennisation en tout cas de la performance ? Loïc, chez Fortuneo, est-ce que cette notion de performance, elle est dans les réflexions quand vous menez des projets ou quand vous réfléchissez justement à ces parcours d'entrée en relation ? Nous, on fait de l'entrée à distance, donc la performance du parcours, c'est essentiel pour nous. On a l'image de marque qui rentre en jeu. Quand quelqu'un cherche Fortuneo, il cherche la marque, il a confiance en cette marque, donc il faut que le process d'entrée en relation se passe bien, mais aussi il faut que la vie du client se passe bien. Et donc je reviens à l'enjeu de données, mais en fait aujourd'hui il faut qu'on capitalise sur la donnée d'une entrée en relation qui se passe bien. Donc potentiellement on a un client sain qui rentre, qui pendant la vie du client, tout se passe bien. La donnée qu'on collecte sur le process d'entrée en relation va venir alimenter nos modèles en machine learning qui ensuite va devenir plus performant pour les prochaines entrées en relation. Et pareil, si on se rend compte pour un client qui était vertueux à l'entrée en relation, mais malheureusement post-entrée en relation, on se rend compte qu'il nous laisse une ardoise, que c'est un fraudeur, cette information-là, on l'intègre aussi dans nos modèles. Et on peut mieux détecter ces cas de fraude-là pour les entrées en relation suivantes et passer un peu plus de temps sur ce type de client-là. Donc tout ça, en plus des mesures, de tout ce qui est lié à l'expérience utilisateur, ça nous permet d'avoir une efficacité sur le parcours en gardant une expérience à peu près correcte avec les contraintes réglementaires qu'on a, et donc de garder un niveau de performance satisfaisant pour l'entrée en relation à distance. Super. Merci Loïc. Chez Nickel, est-ce que vous avez la même approche ou comment vous voyez les choses sur cette notion de pérennisation de la performance ? Alors la performance se voit, à mon sens, sur différents tableaux. Il y a la performance au sens de, comme disait Loïc, sur la marque, la confiance. Ça, c'est très important. En fait, aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu d'un onboarding frauduleux ? Alors, je ne pourrais pas parler des octrois, parce que chez Nickel, on ne fait pas de crédit. On n'est pas une banque, hein, on est un PSP. Mais c'est des ouvertures de compte courant. C'est quoi ouvrir un compte courant avec une fausse identité ? Finalement, c'est créer un compte mule. Un compte mule, ça sert à quoi ? Ça sert à encaisser des fonds frauduleux, pas que pour l'enrichissement personnel, mais également pour le blanchiment d'argent. Je crois qu'aujourd'hui, la politique générale du gouvernement, c'est de lutter contre le narcotrafic. Il n'y a pas de narcotrafic sans compte mule. Il n'y a pas de blanchiment d'escroquerie sans des comptes mules. Et donc, lutter contre ça, c'est lutter contre un écosystème. Donc, c'est un sport, c'est même c'est un métier de conviction. Et j'y crois fortement. Donc,
tout ce qui touche au robinet d'entrée, ça doit être le combat majeur, puisque c'est là d'où découle, in fine, les comptes qu'on peut découvrir a posteriori qui utilisent frauduleusement pour capter de la fraude au FORIB, pour capter des détournements de fraude à investissement. Voilà. La performance durable, c'est celle justement donc de la réputation de la banque, de l'établissement, de la défense des intérêts des clients. C'est aussi un levier de rétention de sa clientèle par la confiance. C'est aussi un levier d'attraction des clients. Voilà, c'est évident. Une banque sur laquelle on va dire de toute façon il n'y a que des fraudeurs, et je ne parle pas des politiques de remboursement de l'OSMP, mais plutôt de tout ça, c'est fortement mal vécu. Évidemment auprès de la CPR, ça j'en parle même pas. Et c'est également aussi un levier de performance par rapport au business, aux équipes marketing, puisque, et il a été déjà dit au moins 2 fois, toujours ce difficile équilibre de placer le curseur entre l'acquisition client. Voilà, on veut un max de clients, on veut un max de clients. Oui, mais moi, j'en veux pas trop parce que je veux pas qu'on prenne des fraudeurs au milieu. Et il va falloir placer ce curseur-là avec les bons outils, la bonne approche, hybride, bien sûr, si possible. Et voilà, et c'est ça, en fait, aussi une bonne performance. Parce que si, j'imagine que vous êtes nombreux à le savoir, la nouvelle réglementation au Royaume-Uni pour faire payer les banques à hauteur de la moitié des fonds acquis frauduleusement s'il y a eu défaillance à l'onboarding, a priori, c'est demain chez nous. Donc ça veut dire que demain, on nous envoie un recall frauduleux, enfin pour fraude de 30 000. S'il y a eu une défaillance à l'onboarding, c'est 15 000 pour la banque qui a encaissé les fonds. Donc en fait, l'enjeu derrière, il est aussi financier. Il ne faudra pas s'en cacher. Oui, parce que quand on parle de performance, il y a la performance du parcours, mais il y a la performance au sens COEX et les pertes que ça peut générer. Merci André Romain. Je pense que ce qu'il faut retenir, enfin en tout cas de cette table ronde, et je vais vous laisser la parole pour une conclusion, mais c'est comment, on l'a dit plusieurs fois, placer le curseur au bon niveau entre instantanéité, sécurité et performance. Et je pense que c'est les 3 enjeux clés sur le onboarding au sein pour les clients et pour répondre aussi à leurs attentes, mais aussi sur les sujets de revenus pour les banques et les néobanques. Marc, pour conclure, quelques mots sur ce sujet. Oui, tu as déjà bien commencé. Je pourrais ajouter que, pour continuer ce que je disais tout à l'heure sur le sondage, 10,8% des gens ont affirmé avoir fraudé. La question d'après, c'est est-ce que vous avez réussi à frauder ? En fait, est-ce que vous êtes fait attraper ? Et 72% d'entre eux ont indiqué avoir réussi dans leur fraude. Donc ça veut dire que il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place parce qu'un petit tiers a déjà été stoppé. Ça veut aussi dire que la majorité des fraudes sont passées. Donc c'est le terrain de travail pour les équipes antifraude et des entreprises comme nous. Voilà. Merci. David ? Moi, je rajouterais que aujourd'hui, on a à notre disposition un panel de technologies pour lutter contre la fraude, qu'il ne faut pas essayer de se baser sur une seule technologie, pas penser qu'il y a une seule mesure qui va arrêter toute la fraude. Il faut vraiment panacher et essayer d'utiliser toutes les armes qu'on a à notre disposition, que ce soit sur la vérification documentaire, la vérification d'identité, le croisement de données, en ayant interrogé différents référentiels, etc. etc. Et quelque chose qui est important après pour réussir à avoir une performance au niveau commercial, je veux dire des parcours, c'est d'avoir des parcours avec un KYC ou une friction adaptative. C'est-à-dire essayer de connaître au mieux son client en amont ou au tout début du parcours pour appliquer les bonnes contre-mesures au bon client pour ne pas rendre le parcours, inadapté pour tous les clients, mais simplement être en capacité de choisir exactement où est-ce qu'on veut durcir le parcours. Et dernier point également, au-delà de la technologie, tu l'as dit André Romain, il y a aussi les humains, les opérateurs qui arrivent après
pour valider des dossiers. C'est aussi une grande... je veux dire, il ne faut pas imaginer que la technologie résout tout non plus. Il y a une expertise humaine aussi dans ces problématiques d'onboarding qui est très importante. Et voilà, c'est vraiment l'adéquation entre la technologie et l'humain qui fait qu'on arrive sur des parcours d'onboarding qui sont performants et sécurisés. Merci. Merci David. Loïc, je te laisse. Alors effectivement, je rebondis là-dessus, le 100% automatique, ça n'existera pas. Je pense que c'est très compliqué à mettre en place. Par contre, on sait que toutes les banques agissent contre la fraude. On a tous des pratiques, on a tous des référentiels. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est assez compliqué de mettre en commun ces référentiels. On a des leviers réglementaires, on a du juridique, la RGPD, etc. Alors que c'est une base de connaissances qui peut être bénéfique à tout le monde. Donc moi, ce que j'espère pour la suite, c'est qu'il y ait des... Enfin, je vois déjà que ça commence à arriver, qu'on ait de l'ambition sur la mise en commun de tous nos assets, de toutes nos données, pour permettre derrière aux autres banques de venir interroger ces référentiels, de venir mettre à jour ces référentiels. Et cette source de données-là pourra nous permettre de nous approcher d'une entrée en relation en instantané, parce qu'on aura déjà un retour, un scoring, un retour qui nous permettra d'avoir pas mal d'éléments sur le prospect. Et derrière, ensuite, la banque travaille sur son offre, sur son parcours, et on a ce socle commun de antifraude qui est partagé entre toutes les banques. Et je pense que ça sera bénéfique pour tout le milieu. C'est du win-win. Merci Loïc. André Romain, on te laisse le mot de la fin. Quand tout a été dit quasiment. Oui. J'ai une culture du public parce que je viens du ministère de l'Intérieur depuis. Donc j'ai fait le basculement il y a 2 ans et demi et j'ai découvert un nouvel écosystème avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de technologies, dont l'ancien fonctionnaire que j'étais aurait été un peu jaloux, même si je suis passé par des grandes maisons avec beaucoup d'outils, mais c'est vraiment chouette. Et je vois surtout, c'est que dans l'écosystème antifraude, il y a un vrai esprit collaboratif. Il n'y a pas de concurrence. Et effectivement, on gagnerait, comme l'a dit Loïc, à avoir un référentiel commun, à avoir aussi peut-être, et alors il a été évoqué les contraintes réglementaires qui ne sont pas que des contraintes, qui sont des opportunités, c'est ce que tu disais, puisqu'en fait parfois il faudrait un peu que ça vienne d'en haut, un peu de tordre un peu le bras à tous ces établissements, notamment sur le contrôle onboarding. Je vois qu'aujourd'hui il y a un enjeu qui est énorme pour les Français, enfin pas que les Français, c'est l'usurpation d'identité, c'est un cauchemar. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de se faire voler son identité, se faire ouvrir des crédits, d'être fiché Banque de France, etc. Alors ils pourront toujours ouvrir un compte nickel, hein, mais c'est vraiment l'enfer. Et il faut absolument que toutes les solutions de contrôle d'identité, quelque part aussi, puissent être forcées et parfois aussi allégées. Parce qu'on a toujours un DPO, on a toujours derrière nous dans l'ombre, on a toujours l'équipe réglementaire qui va nous rappeler à l'ordre. On a beaucoup de fantasmes à vouloir travailler, à développer plein de choses. En tout cas, il y a beaucoup de qualités à développer, comme la curiosité. Il ne faut pas hésiter à être curieux. Enfin, j'ai découvert ça, il faut oser expérimenter. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires qui sont ici présents aujourd'hui, qui apportent des solutions. Il y a énormément de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour pas différencier et aller chercher des nouvelles solutions dans son onboarding en vue d'avoir une instantanéité de plus en plus dans la réponse. Merci. On a tenu le timing, hein, on se demandait si on y arriverait, mais on est pas mal. Je ne sais pas si on peut prendre, s'il y a 1 ou 2 questions. Je pense qu'on a 1 ou 2 minutes, au cas où. Vous avez effectivement 1 ou 2 minutes. Il n'y a pas de questions, c'est que vous avez été très clair, je pense. Merci à tous les 4 et merci à tous d'avoir suivi cette table ronde. Merci à tous. Merci.